Olivier Véran, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Un rendez-vous important ce matin, ministre des Solidarités et de la Santé. Les Français veulent savoir où en est cette épidémie de Covid. Alors le point sur la situation, ça s'aggrave ? En fait, il y a une situation qui est particulièrement inhabituelle. Vous le savez, nous avions une vague Delta qui était montée à un niveau très élevé, qui a atteint son pic épidémique il y a une dizaine de jours et qui a commencé à descendre. Et vous avez une vague Omicron qui a commencé, mais alors une vague d'une intensité extrêmement forte parce que le virus est très contagieux et qui vient donc croiser la baisse du Delta, ce qui fait que les chiffres recommencent à augmenter. C'est pour ça que j'ai parlé d'un phénomène de lame de fond. Vous savez, si vous êtes un peu marin, c'est quand vous avez des vagues qui se succèdent et qui finissent par faire une vague plus importante que les autres. Donc il veut dire que là où on a eu un petit creux dans l'épidémie pendant quelques jours, ça repart à la hausse comme attendu et comme c'est le cas partout autour de nous. Oui, j'ai vu 73 000 cas ces dernières 24 heures, 3 096 patients en réanimation, 212 victimes. Est-ce que vous avez le pourcentage des non-vaccinés dans ces victimes ? C'est une large majorité. En fait, on trouve deux types de patients dans les réanimations françaises. Et c'est pareil depuis des mois. Oui. D'abord, on trouve des personnes non vaccinées. Alors, selon les hôpitaux, 50, 80 dans certains services de réanimation, 90%. Mais retenez une petite majorité à l'échelle nationale de patients non vaccinés. Deuxième situation, des gens qui sont vaccinés, mais qui sont très fragiles, c'est-à-dire des gens chez qui la vaccination n'a pas la même efficacité que chez vous et moi. Qui sont ces personnes ? Les personnes très très âgées. Parce que lorsque vous êtes centenaire ou vous approchez les 100 ans, votre système immunitaire est moins réactif au vaccin. Et les personnes qui ont des maladies chroniques qui affectent leur système immunitaire, qui fait qu'ils répondent moins au vaccin. Par exemple, des gens qui ont été greffés pour des organes et qui sont sous traitement immunosuppresseur, ou des gens qui ont des maladies chroniques. Donc ce sont ces deux profils de personnes qu'on trouve aujourd'hui en réanimation, non vaccinés ou vaccinés mais très fragile et donc moins répondeur à la vaccination. Quelle est la part du variant Omicron aujourd'hui dans l'épidémie en France ? Aujourd'hui, elle est environ à 20%, sans doute 30 ou 35% en Île-de-France. Si vous me posez la question dans 2 jours, je vous répondrai que ce sera déjà au moins une contamination sur 3 en France. Et majoritaire entre Noël et Nouvel An. Entre Noël oui. et Nouvel An, le variant Omicron sera majoritaire. Il faut comprendre quelque chose, c'est que là où le Delta se multiplié par 2, c'est-à-dire doubler le nombre de malades en 12 jours, le variant Omicron, que ce soit en Afrique du Sud, au Danemark, en Angleterre, en France, aux États-Unis, partout où il arrive, il se multiplie tous les 2 à 3 jours. Donc, si c'est 20% des cas aujourd'hui à l'échelle du pays, ça veut dire que c'était environ 10% il y a 2 jours, 5% il y a 4 jours, ce qui correspond au début de la montée de la vague Omicron. Ce qui veut dire que dans 2 jours, on sera déjà à 35-40, et donc, dans 4 ou 5 jours, c'est-à-dire juste après Noël, il devrait être, selon toute vraisemblance, majoritaire dans notre pays. Donc vous allez avoir une augmentation du nombre de contaminations qui fait qu'on atteindra les 100 000... Donc une augmentation du nombre d'hospitalisations. Alors je vais y venir. Sur les contaminations, on atteindra, on dépassera très vraisemblablement les 100 000 hospitalisations avant la fin les 100 000 contaminations par jour d'ici à la fin du mois. D'ici à la fin du mois, plus de 100 000 contaminations par jour. C'est ce qui est attendu par les modélisations. Maintenant, Jean-Jacques Bourdin, et je vais répondre à votre question, la plus importante, c'est est-ce qu'il y aura un impact hospitalier ? Mais oui. Ce variant, il est tellement nouveau et en même temps tellement contagieux que contrairement aux autres variants qu'on avait bien connus, le brésilien, le sud-africain, l'anglais, qui avaient le temps de circuler pendant 1, 2, 3 mois à l'étranger avant qu'il arrive chez nous, là, ce variant Omicron, il se multiplie à une vitesse telle qu'il arrive en même temps partout sur la planète. Ce qui veut dire que le seul pays pour lequel nous avons du recul, c'est l'Afrique du Sud, où je peux vous dire que là-bas, le système de test est désormais hors course et qu'ils ont même réduit la durée de quarantaine. C'est un autre choix. Et que le truc circule. C'est un autre choix. Et ils ont un impact sanitaire faible. C'est un point qui est important. Faible. Peu d'hospitalisation par rapport au nombre de contaminations. Mais, une grande différence avec l'Afrique du Sud, les gens là-bas sont très jeunes, la moyenne d'âge est très jeune, et ensuite l'Afrique du Sud a été traversée par les autres vagues de façon plus forte que nous, ce qui fait qu'il y avait déjà un niveau d'immunité qui était plus important. Mais à contrario, ils sont moins vaccinés que nous. On regarde ça de près, le monde entier regarde ça de près, j'en parle avec l'ensemble des ministres de la Santé européens, et on regarde au quotidien. Je vous dis ça parce que la grande inquiétude, c'est l'hôpital. La grande inquiétude, c'est l'impossibilité pour l'hôpital de faire face. Avec aujourd'hui des soignants, du personnel. Il manque du personnel dans les hôpitaux français. Je vais y venir. D'abord vous dire, le scénario que tout le monde regarde, j'ai écouté Boris Johnson cette nuit, Joe Biden, j'ai regardé le chancelier allemand, qui considère que, est-ce qu'il y a une option qui permettrait à ce variant Omicron, qui va circuler très fortement, de coller un rhume à la planète, et qu'après éventuellement on en est fini, ou est-ce qu'à l'inverse, ce variant Omicron va donner des cas graves à due proportion
de ce que donnait le variant Delta, et ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Nous n'avons pas la réponse aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'Afrique du Sud. Vraiment, pour être très clair là-dessus, pour que chacun comprenne. Je vous parle 2 secondes de l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont 10-15 jours d'avance, entre guillemets, sur nous, sur la pandémie d'Omicron. Ils trouvent beaucoup d'Omicron. Et pour l'instant, les premières données montrent qu'ils n'ont pas une augmentation forte de cas graves par rapport aux contaminations. Mais là aussi, ce sont des gens essentiellement jeunes qui, pour l'instant, sont contaminés à l'Omicron. Et en France aussi, à l'heure à laquelle je vous parle, ceux qui sont le plus contaminés au variant Omicron, ce sont les adultes jeunes, donc qui de toute façon font beaucoup moins de cas graves. Donc on n'a pas encore moins de cas graves, mais ces adultes mais ces adultes jeunes n'iront pas travailler. Donc est-ce que la France peut être mise à l'arrêt à cause du variant Omicron? Alors, c'est pas un sujet français, c'est un sujet mondial. Oui. Est-ce que lorsque vous avez un virus qui contamine plein de gens au même moment et que vous isolez tout le monde, est-ce que ça vous permet de fonctionner normalement? La réponse, je ne l'ai pas aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des plans de continuité de service qui se développent un peu partout, en prévision en France aussi. De cette possibilité, en France aussi bien sûr, en prévision de cette possibilité qui est 10, 15, 20% des gens. Je crois qu'en Écosse, c'est jusqu'à 30 à 35% des soignants qui sont positifs au variant Omicron et qui se retrouvent en quarantaine. Alors on a déjà été amené à demander à des gens, à des soignants notamment qui étaient positifs mais asymptomatiques, de travailler avec des conditions particulières, un masque FFP2 dans des unités Covid. On se prépare à tout ça. Donc il faut vraiment comprendre quelque chose. Il y a la certitude, il est très contagieux, il va circuler et aucun pays ne sera épargné. Il y a l'incertitude, mais avec des raisons d'espérer, qui est manifestement là où il circule beaucoup. Pour l'instant, il n'entraîne pas de vague d'hospitalisation, et c'est évidemment le point le plus important. Et il y a une autre certitude, c'est qu'il est sensible au vaccin. C'est-à-dire que si vous avez votre dose de rappel, vous retrouvez le niveau de protection contre les éventuelles formes graves que vous aviez avec le variant Delta. Je vais revenir sur les vaccins. Essentiel. Je vais revenir sur les vaccins. Nous ne sommes pas désarmés face à l'Omicron. Et l'efficacité des vaccins. Est-ce que le risque d'une annulation de l'élection présidentielle existe? Non. Non. Bien. C'est un pari. Emmanuel Macron fait un pari. La vie contrairement démocratique. À plusieurs. Oui, contrairement à non, un pari. La vie démocratique n'est pas un pari. Notre vie, Olivier Véran. Contrairement à plusieurs pays d'Europe, en France, pas de confinement pendant les fêtes, pas de fermeture des bars, restaurants à 20h ou à 22h, pas de couvre-feu, pas de restrictions particulières pour les non-vaccinés. Est-ce que ça va suffire à freiner la déferlante attendue? Si vous comparez jusqu'au bout. Oui. Les pays qui ont confiné, il y en a un, c'est les Pays-Bas en Europe. Les Pays-Bas, oui. Ont un taux de vaccination plus faible, un taux de rappel plus faible et un système sanitaire plus fragile. Je ferme la parenthèse. Comparé à d'autres pays maintenant qui ont mis en place des mesures de restriction. Oui. Prenez nos voisins allemands. Oui, les voisins allemands, je peux vous dire, il y a une chose qui nous envie, c'est notre couverture vaccinale. Parce que nous avons plus de 90% de la population vaccinée, ce qui n'est pas leur cas. Et l'obligation vaccinale doit leur permettre, s'ils votent la loi, d'atteindre notre niveau actuel de couverture vaccinale. Donc, on a cette protection supplémentaire. Je vous ai dit que le vaccin était efficace. Et je vous ai dit que l'objectif n'était pas de réduire les contaminations, parce que le variant est trop contagieux. L'objectif est de limiter les risques de formes graves, de saturation des hôpitaux, et même... Hors la question des hôpitaux. Et grâce au vaccin, on évite les formes graves. De tomber malade. Oui. C'est pour ça qu'on y va, pardonnez-moi, très vite sur les vaccins de rappel. Je vais revenir sur les vaccins. J'avais dit qu'on ferait 20 millions de rappels à Noël et je me souviens très bien avoir entendu des chroniqueurs, des experts de plateau dire que c'était du délire total. Nous avons atteint les 20 millions hier midi. Je ne m'en satisfais pas. Je veux au contraire qu'on aille encore plus vite et plus fort. On sera à combien à la fin de l'année ? Le plus possible, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Le plus possible. 22, 23, c'est plus d'ici à Noël. Et si on peut monter, je n'ai pas de chiffres à vous donner aujourd'hui parce que la dynamique va être importante dans les prochains jours. Bien. Olivier Véran, le Conseil scientifique vous appelle à instaurer des restrictions significatives. C'est ce que dit le Conseil scientifique. Alors, d'autres mesures que celles annoncées ces derniers jours pourraient-elles être prises très vite? Jean-Jacques Bourdin. Oui. Il y a des mesures qui sont prises. D'abord, des mesures de protection aux frontières pour éviter les risques de circulation de ces variants. Ensuite, il y a des mesures qui ont été prises pour une soirée hautement importante pour les Français et pour la vie en collectivité, qui est la soirée du Nouvel An. Vous le savez, on ne vendra pas d'alcool dehors, il n'y aura pas de vente alimentaire dehors, pas de concert, il n'y aura pas de location de sono, il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas de cérémonie de vœux. Donc c'est une soirée, pardonnez-moi, sacrifiée pour la cause. Parce que là, c'est une soirée où il y a des risques de rassemblement majeurs. Est-ce qu'il faut aller plus loin et mettre en place des mesures de restriction de circulation dans cette période particulière? Ce sont des questions que nous nous posons
chaque semaine, Jean-Jacques Bourdin. Et chaque semaine, nous disons aux Français, avec le niveau de connaissance que nous avons aujourd'hui, nous considérons que ça, c'est important, la vaccination en l'occurrence. Ça peut être discuté, mais nous ne le choisissons pas aujourd'hui. Mais nous reviendrons devant vous s'il y a d'autres informations. Couvre-feu, restriction de circulation, c'est possible. Tout est sur la table toutes les semaines depuis des mois, Jean-Jacques Bourdin. Toutes les semaines, mais, nous posons cette question-là. Si le variant Omicron ne conduit pas les personnes infectées à l'hôpital, le couvre-feu ou les restrictions de circulation ne sont pas utiles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le niveau de contagiosité de ce variant, mettre en place par exemple des jauges n'aurait pas un impact, en mon sens. Donc il n'y aura pas de jauge. N'aurait pas, en mon sens, un impact suffisant sur la circulation de ce virus. Ça marchait avec des virus moins contagieux, avec l'Omicron, il est amené à circuler. Sur des questions de limitation de très grands rassemblements pour limiter les brassages, notamment en période de vacances, la question est légitime. Mais aujourd'hui, nous faisons le choix de faire reposer non pas des contraintes, parce que pour moi la vaccination n'est pas une contrainte, c'est une chance. Nous faisons reposer cette chance sur les non-vaccinés, en leur disant allez vous faire vacciner pour protéger celles et ceux qui ne le sont pas encore, et ça réduit la circulation du virus. Et nous assurons le rappel pour les personnes vaccinées, c'est le choix d'ailleurs qu'ont fait la plupart de nos grands voisins, je regardais les Allemands, les Anglais, les Américains, Joe Biden l'a dit hier, pas de restrictions supplémentaires, par contre de la vaccination. Nous sommes en phase. Pas de restrictions supplémentaires pour l'instant, on est bien d'accord, Olivier Véran. Avec encore une fois, parce que je fais attention, parce que à chaque fois après on ressort les extraits vidéo. Vous avez raison, vous avez raison. Qui nous a dit que, et puis le 28 on a fait ça. Je vous dis juste que je vous ai fait part en toute transparence et en toute humilité des incertitudes qui pèsent sur la gestion de ce variant Omicron, lié au fait qu'on ne sait pas encore, on n'a pas la certitude qu'il n'envoie pas les gens à l'hôpital. Donc si on avait un signal qui s'allumait dans un pays avec lequel on pourrait se comparer, on serait amené à avoir un discours réagir immédiatement. Peut-être différent. Un couvre-feu possible ? J'ai entendu ça ici ou là. Parlons déjà des mesures que nous avons mises en place et qui sont importantes. Donc un couvre-feu possible en janvier ? Je vous redis, s'il y avait des annonces à faire, on les aurait faites. La semaine dernière, le porte-parole Gabriel Attal, à l'issue de la concertation avec les associations d'élus, des parlementaires, a eu l'occasion d'exprimer ce qui avait été mis sur la table. C'est une hypothèse comme une autre. La question qui est aujourd'hui abordée, c'est celle du pass vaccinal. Bon, parlons de l'accélération de la campagne de vaccination avant de parler du pass vaccinal. 4e dose pour les plus de 65 ans en Israël. Vous avez vu ça ? J'ai vu ça. Est-ce qu'en France, on y viendra ? De la même manière, je vous redis encore une fois, pour moi, il est fondamental de se concentrer sur ce qui est actuellement devant nous, c'est-à-dire la 3e dose, la vague Omicron. Si vous me posez la question de l'anticipation, c'est important d'être dans l'anticipation. La France s'est positionnée avec l'Union européenne et la Commission européenne pour une commande de vaccins en vue, s'il était nécessaire de le faire, d'assurer une nouvelle couverture vaccinale. Une 4e dose. L'anticipation et pas nous retrouver face à un besoin qui apparaîtrait et qu'on ne pourrait pas couvrir. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse scientifique, sanitaire, et je n'ai pas encore le rationnel. J'ai vu qu'Israël le faisait. Je suis très attentif à ce qu'ils font parce que plusieurs fois, il est arrivé qu'en Europe, on commente ce qui se faisait en Israël en regardant un peu de haut. Or, il s'est souvent avéré qu'ils avaient plutôt tapé juste. Donc, je fais attention à cela. Je vous dis juste qu'on anticipe toutes ces questions-là, mais qu'aujourd'hui, c'est la 3e dose. Comment allez-vous faire pour accélérer la campagne de vaccination, la campagne de rappel ? Alors d'abord, nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants. C'est officiel, je peux vous l'annoncer. 5-11 ans. J'ai eu les avis favorables des autorités sanitaires et scientifiques. Il faut vraiment engager cette vaccination des enfants. Et dans les heures qui viennent, dans la matinée, sur les sites de prise de rendez-vous en ligne, vous aurez la catégorie enfants 5-11 ans vaccination. Et l'un des deux parents devra accompagner l'enfant. L'un des deux parents devra accompagner. Il suffit de l'accord d'un des deux parents. Il faudra qu'un parent soit présent physiquement. Il y aura environ 350 centres en France qui assureront, avec chacun peut le comprendre, un circuit particulier, la vaccination des enfants. Il y a également les médecins de ville, les pharmacies qui vont pouvoir commencer dès la fin décembre. Mais aujourd'hui, j'ouvre les rendez-vous. Les vaccinations peuvent commencer sans délai, c'est-à-dire dès aujourd'hui. Je sais qu'il y a des centres qui sont prêts. Je les réunirai après votre émission, Jean-Jacques Bourdin, tous les centres de vaccination en visio, comme je le fais régulièrement, pour leur donner cette information et leur dire on y va. Ça, c'est un point qui est important. Les données sont très rassurantes provenant des États-Unis. Alors justement, j'allais vous en parler. Et le vaccin est efficace. Évidemment, de très nombreux parents sont inquiets. Faire vacciner son enfant, c'est une décision sérieuse. Des effets secondaires après vaccination des enfants ont-ils été constatés dans d'autres pays ? C'est pour ça que je souhaitais attendre, et pour ça que la France n'a pas commencé en même temps que certains de ses voisins. Je voulais la publication transparente des informations américaines, puisqu'ils ont ils ont fait 7 millions d'injections chez les 5-11 ans. 7 millions d'injections. Sur 7 millions d'injections, 14 effets indésirables à titre de myocardie, réversibles. C'est-à-dire qu'il y a
plus de risques, et même beaucoup plus de risques statistiques, de faire une forme grave de Covid quand on a entre 5 et 11 ans, même quand on n'a pas de comorbidité, que d'avoir un effet indésirable grave et réversible lié au vaccin. C'est-à-dire que ça apporte une information supplémentaire à ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'il y a en plus la notion d'un bénéfice individuel. Oui, Olivier Véran, mais y a-t-il aujourd'hui des enfants de 5 à 11 ans qui sont en réanimation? Il y a, en France, à l'heure à laquelle je vous parle, près de 150 enfants qui sont hospitalisés pour forme grave de Covid. oui. 145 hier soir pour être précis. Il y a 27 enfants qui sont en service de réanimation. Certains n'ont pas de comorbidité. Je le dis, c'est moins de 1% des hospitalisations. Donc ça reste évidemment et heureusement très rare. Enfin, quand ça vous arrive, à votre enfant, tout d'un coup, c'est pas statistiquement rare. Vous ferez vacciner vos enfants réel. Oui, sans hésitation et le plus tôt possible. Et le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Mais parce que vous avez un taux d'incidence, un taux d'incidence qui fait qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur 100 qui est positif au Covid. Le taux d'incidence, il est de 1000 pour 100 000. Donc c'est là que le virus... En France, il est de 1000 pour 100 000. Oui, c'est dans cette population des enfants que le virus circule le plus. Parce qu'ils ont brassé à l'école, qu'ils se sont croisés, qu'ils ont joué, parce que le respect des gestes barrières est plus difficile, parce qu'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils ne pouvaient pas l'être jusqu'à présent. Et donc, encore une fois, retenez bien ça. Les enfants se contaminent au Covid? Oui. Ils se contaminent à l'Omicron? Sans aucun doute. Est-ce qu'ils font des formes graves? C'est très rare. Est-ce que les formes graves existent? Oui. Est-ce qu'il y a des patients hospitalisés chez les petits? La réponse est oui. Est-ce qu'ils peuvent faire des formes particulièrement graves? Oui, ce qu'on appelle le syndrome du PIMS. Est-ce que le vaccin les protège de ces formes graves? Oui. Est-ce que les 5-11 ans peuvent faire des Covid longs? Oui. Est-ce que c'est fréquent? Non, mais ça arrive. Est-ce que le vaccin préserve de cela? Oui. Alors, des parents vous le disent... vaccin est sûr et efficace. C'est la démonstration, Jean-Jacques Bourdin. Le vaccin est sûr et efficace. Mais il y a des parents qui, à juste raison, vous disent et me disent, on ne connaît pas les effets à long terme sur la santé des enfants. Oui, mais on commence bien à connaître les effets à long terme d'un Covid grave sur la santé des enfants. Je le dis encore une fois, statistiquement, c'est rare. Mais quand ça arrive à votre enfant, et moi j'ai été en contact avec des parents qui ne comprennent pas ce qui est arrivé à leur gamin, qui a attrapé un Covid comme tous les copains de la classe, et qui a eu la malchance de faire une forme grave avec des troubles de la coagulation, etc. Je dis juste ça. Le vaccin a de tout temps été un moyen d'éviter la survenue d'un risque sanitaire. Donc je ne vous aurais pas tenu le même discours sans les données américaines qui attestent de ce bénéfice statistique. En plus de cela, il y a le bénéfice collectif. Un enfant qui est contaminé est un enfant qui risque de contaminer, bien malgré lui bien sûr, les parents, les grands-parents, et de faire un enfant vacciné et de continuer peut à faire contaminer aussi. Le vaccin réduit ce risque de contamination. Et la vaccination des enfants va aussi réduire le risque d'avoir des classes qui ferment à la rentrée, des écoles qui ferment, et donc de pénaliser l'éducation. Alors je vais y venir justement, les classes. Mais dose de rappel élargie aux adolescents? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Alors, les doses de rappel, justement, le rappel, il faut absolument forcer, forcer d'une certaine façon, les Français à aller se faire vacciner. 3e dose, ce rappel important. C'est la raison pour laquelle vous allez instaurer ce pass vaccinal. Enfin, vous allez demander au Parlement d'instaurer ce pass vaccinal qui va remplacer le pass sanitaire. Vous avez accéléré le rythme. Il sera examiné, le projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, en Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale. Je serai moi-même en audition au Parlement commission le 29 décembre. Voilà. Et la semaine d'après, à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Adoption du texte quand? Mi-janvier? Avant la mi-janvier? Le plus tôt possible, c'est simple. Le plus tôt possible. Ouais. Avec le Conseil constitutionnel qui pourrait le bloquer. Il y a ce risque. Il y a toujours pas un risque. En tout cas, on fait très attention à ce qu'on écrit dans le texte pour qu'il passe. Pour qu'il passe. Jusqu'ici, ils sont passés, ces textes. On nous disait la même chose sur le pass sanitaire. Et il a été adopté. Ce que je note de la concertation d'hier avec l'ensemble des groupes politiques, c'est que la donne a changé, l'ambiance a évolué et dans le bon sens, et je m'en réjouis. Tous les groupes politiques sont favorables à ce pass? Évidemment, non. Il y a toujours des groupes politiques, mais c'est les micro-groupes qui sont toujours très... Bon, ils ne m'intéressent pas. Moi, je regarde les groupes... Ils existent. Oui, pardon, Olivier Véran, mais c'est quoi? C'est la France Insoumise? C'est le Rassemblement National? Oui, évidemment. Les deux? Mais bien sûr. Ces groupes-là, ils n'ont jamais été favorables à rien. Jean-Jacques Bourdin, ils ont voté contre les confinements, contre le couvre-feu. Ils ont voté contre toutes les mesures que nous avons mises en place. Et ils continuent, pour certains d'entre eux, de considérer que tout ça n'a servi à rien et qu'il aurait suffi d'injecter de l'argent pour que le virus disparaisse. Parce que le virus, il n'aime pas l'argent, vous comprenez. Bref, peu importe. Dans les groupes politiques sérieux, c'est-à-dire notamment à droite et à gauche, là où tout le monde était contre, presque, le pass sanitaire, tout le monde semble ouvert à l'idée de voter le pass vaccinal. Tant mieux, il n'est jamais trop tard pour évoluer, et je m'en réjouis. Et si on retrouve de l'unité nationale dans la période, je serai le premier à m'en satisfaire. Donc,
Je serai au Parlement comme je l'ai été pour tous les autres textes qui portent sur l'urgence sanitaire. C'est le 13e texte quand même. Hein. Il n'y a aucun autre pays n'a fait adopter 13 lois. On associe énormément le Parlement. La démocratie compte. Le pass sanitaire obligatoire en entreprise, oui ou non? Ça ne fera pas partie du projet de loi initial. Est-ce qu'un amendement permettra d'introduire ce pass sanitaire en entreprise dans le projet de loi? Si un amendement était déposé par des députés de la majorité ou de l'opposition, il y aura donc un débat, ce qui nous permettrait de vérifier s'il est conforme cet amendement à l'état du droit, parce que c'est pas simple. Oui, c'est pas simple de mettre une conditionnalité pour que les gens aillent travailler dans notre pays. Soutiendrait cet amendement? Moi, j'ai dit que l'esprit du pass sanitaire au travail était un esprit que je comprenais. Nous ne le mettons pas dans le texte initial parce qu'on voit que non seulement il n'y a pas de consensus pour le faire, mais il y a plutôt dissensus, ou en tout cas, il y a même un consensus pour ne pas le faire chez les partenaires sociaux, pour des raisons différentes, mais que je respecte. Néanmoins, si la majorité des parlementaires, quelle qu'elle soit, décidait dans sa grande sagesse qu'il fallait étendre le pass sanitaire au travail, et que si on considérait que c'était conforme au droit, encore une fois, je suis sûr que c'est un casse-tête. Dans ce cas-là, on pourrait le soutenir. Je pense qu'on pourrait être amené à l'accompagner. Mais ça n'est pas une initiative gouvernementale. Oui, mais Olivier, mais enfin, ça va être une initiative du groupe. Mais attendez, groupe majoritaire pas qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Pas forcément. Vous savez, j'ai été le premier à reprocher... C'est une façon de contourner les choses. J'ai été le premier à reprocher, à déplorer, y compris sur votre plateau, le fait que les oppositions à l'Assemblée nationale avaient fait un mauvais jeu politique autour des mesures sanitaires. Et que je souhaitais qu'on ait au contraire des propositions qui renforcent plutôt que des propositions qui atténuent. Que la fois où je me suis énervé au Parlement, vous vous en souvenez peut-être, où j'avais crié à l'Assemblée, j'aurais pas dû. Enfin, c'était parce qu'il y avait une tentative de détricotage de toutes les mesures sanitaires, alors même qu'on était en pleine deuxième vague. Donc, si vous me dites... Monsieur le ministre, il y a des parlementaires qui décident de renforcer les mesures de protection sanitaire dans la période. Est-ce que vous voyez ça d'un œil favorable? Ce serait étonnant de ma part que je vous dise non. Je vous dis juste que la conformité au droit est quelque chose de complexe. Par contre, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, là, on sait le faire. Ça peut être actif très vite, très tôt, y compris la question du contrôle d'identité dans certaines situations. Alors, j'allais y venir. Est-ce qu'il y aura des sanctions contre ceux... Est-ce qu'il y aura des sanctions contre ceux qui n'auront pas leur passe vaccinal? Mais il y a déjà... Alors, si vous n'avez pas le passe vaccinal, vous ne pourrez pas accéder à l'établissement dans lequel vous mais accédez. est-ce qu'on peut aller plus loin? Je ne sais pas, des sanctions, je ne sais pas moi, une forme de confinement ou... Non, ça on a refusé ça. Si vous n'êtes pas vacciné demain, avec le passe vaccinal, vous ne pouvez pas accéder au théâtre, au restaurant, mais il n'y a pas que le théâtre et le restaurant. Certaines personnes... Dans des expositions, dans les festivals, dans certains... La question des transports en commun, vous le savez, est sur la table s'agissant des avions et des trains. Les transports en commun. Nous verrons cela dans le débat parlementaire, encore une fois. Les grandes surfaces. Le pass sanitaire aujourd'hui n'est pas en activité dans les grandes surfaces. Je sais, mais le pass vaccinal pourrait être obligatoire, on veut utiliser le même champ. On veut quelque chose qui soit simple. On transforme. Jusqu'ici, vous n'êtes pas vacciné. Vous vous mettez en danger, vous mettez les autres en danger. Jusqu'ici, vous n'êtes pas vacciné, mais vous voulez accéder à un endroit, vous pouvez vous tester. Vous payez le test. Maintenant, vous n'êtes pas vacciné, il n'y a plus de motifs qui vous permettent d'accéder à cet endroit. Et les bars ou les restaurants, je sais que des contrôles vont être renforcés dans les bars et restaurants pour vérifier le pass sanitaire. Sans délai, avant la loi. Ce sera pareil évidemment pour le pass vaccinal, j'imagine. Et les faux passes. C'est pour ça que le faux pass sanitaire, 182 000 depuis juillet. 182 000. 182 000. Quand il y aura passe vaccinal obligatoire, il y aura des sanctions alourdies? Il peut y avoir un contrôle d'identité qui sera abordé, la question sera abordée dans la loi. Vous savez qu'on voulait le mettre dans le premier texte sur le pass sanitaire. Contrôle d'identité. Ça a été retiré parce que les parlementaires n'étaient pas chauds. On va regarder avec eux s'il y aura contrôle d'identité. On va le mettre dans le texte de loi. On va mettre dans certaines circonstances la possibilité de contrôler l'identité. Il faut que ce truc fonctionne. C'est-à-dire que le patron de bar ou de restaurant contrôlera l'identité. Jean-Jacques Bourdin, on veut un outil fonctionnel. On est basique. On veut que... je suis basique là. Non mais on veut que quelqu'un qui rentre au resto se dise les gens qui sont autour de moi sont tous protégés. Donc j'enlève mon masque, je peux manger, je risque rien. Omicron ou pas Omicron. On veut que les gens qui vont au théâtre ou au ciné puissent enlever leur masque et se dire autour de moi, il n'y a que des gens qui sont vaccinés et qui sont protégés. On ne veut donc pas qu'il y ait des gens qui potentiellement sont contaminés mais qui ont fait un test 1 ou 2 jours avant, et on veut certainement pas qu'il y ait des gens qui ont un faux passe, qui n'ont absolument rien à faire de la vie en société, qui ne se sont pas fait vacciner, qui ont payé 10 € ou 100 € sur Internet pour avoir un faux passe sanitaire et qui menacent toute la sécurité des gens qui sont dans l'établissement. Donc ça, c'est notre principe. À partir de là, la loi nous permet quoi? De dire plus de tests pour rentrer. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne rentrez pas. Et la loi nous permet de dire on va contrôler l'identité pour renforcer l'utilité du pass. C'est-à-dire le restaurateur contrôlera l'identité. Ou le patron de bar. Oui. Lui.
C'est la question qui est posée dans le débat parlementaire. Bien. Et c'est une bonne question. Est-ce que la rentrée scolaire, après les vacances de Noël, reste fixée au lundi 3 janvier ? On n'a pas fait d'annonce montrant qu'elle serait repoussée au-delà du 3 janvier. Bon. Est-ce que de nouvelles mesures de protection sont envisagées dans les établissements scolaires ? De la même manière que vous m'avez torturé tout à l'heure, dans le bon sens du terme, sur la question du couvre-feu, sur la question des écoles, je mets la même prudence. C'est-à-dire que factuellement, aujourd'hui, nous n'avons pas fait d'annonce parce qu'il n'y a pas de mesures prises. Factuellement, nous ne sommes pas sur le point de prendre une annonce prolongeant la durée des vacances scolaires. Par contre, factuellement, je vous dis que si les informations en provenance des États-Unis, d'Angleterre, du Danemark étaient mauvaises sur le variant, on pourrait être amené à changer de pied dans les jours qui viennent. Mais pour l'instant, nous n'avons pas ce niveau d'information. Test salivaire, une fois par semaine dans les écoles ? Le test salivaire se développe dans les écoles et dépistage. Ça a mis un peu de temps à monter en charge, mais c'est très efficace une fois que c'est fait. Beaucoup de temps même, Une fois que c'est fait, c'est très efficace. Nous déployons aussi des programmes de tests itératifs des enfants. Les capteurs de CO2, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui sont développés dans les classes. Mais le capteur de CO2 vous apprend juste qu'il faut ouvrir la fenêtre. Je redis les choses. Le capteur de CO2 sonne quand l'air n'a pas été renouvelé depuis suffisamment de temps. Et donc, ça vous dit, ouvrez la fenêtre. On peut aussi ouvrir la fenêtre sans capteur. Le gouvernement américain va distribuer 500 millions, je dis bien 500 millions de tests gratuits. Est-ce que nous allons faire la même chose ? Le gouvernement français a distribué des dizaines et des dizaines de millions de tests PCR antigéniques gratuits depuis 2 ans. Nous n'avons pas attendu hier pour que les citoyens de notre pays puissent accéder gratuitement au dépistage. Ils sont encore 6 millions à le faire chaque semaine dans les laboratoires, les pharmacies, dans les cabinets de ville. Merci d'ailleurs aux professionnels de santé qui nous permettent de tenir. Et donc, dans les conditions de gratuité que vous connaissez, c'est-à-dire pour tout le monde, sauf les non-vaccinés, sans symptômes, et qui ne sont pas cas contact. Et les autotests ? Alors, où en est-on avec les autotests ? Parce qu'il y a afflux dans les pharmacies, ils n'ont pas évidemment trouvé, reconnaissons ensemble, qu'ils n'ont pas énormément trouvé leur public, les autotests en France. Dans les pharmacies, il y a de plus en plus de monde. Alors, dans les pharmacies, dans la période des fêtes, maintenant. Maintenant. La ruée de fin d'année. Non, mais c'est la ruée de fin d'année. Les autotests n'ont pas trouvé leur public depuis un moment parce que ils sont moins sensibles que les tests antigéniques et que les tests PCR. Et qu'en France, à la différence des États-Unis, comme c'est remboursé, quand vous pouvez avoir le meilleur des tests, la meilleure qualité gratuite, vous n'allez pas... C'est mieux qu'un autotest. Un autotest coûte 5,20 €. Il y en a plusieurs dizaines de millions qui sont en circulation dans le pays. Est-ce qu'on pourrait les rendre gratuits ? Mais honnêtement, j'estime que l'effort de la nation sur le remboursement des tests efficaces, etc., depuis 2 ans, est suffisant. Ou alors si les Français veulent s'équiper, comme je l'ai fait d'ailleurs moi pour la tablée de Noël, j'ai acheté une boîte d'autotests, c'est 5,20 € le test. Voilà, c'est une contribution financière. Ou alors une vente dans les supermarchés, pourquoi pas ? Ça s'appelle les grandes surfaces sont prêtes. Mais il coûte 5,20 €, il coûterait 5,20 € en grande surface et vous avez plus de 20 000 pharmacies qui sont ouvertes de plus en plus 7 jours sur 7 sur tout le territoire. Ces pharmacies assez de stock. Les pharmacies ont les stocks qu'elles ont commandés. Elles ont la possibilité de commander les stocks directement auprès des grossistes. Il y a plus de 10 millions d'autotests qui étaient en stock lorsque j'ai regardé la dernière fois, sans compter ce qui est déjà dans les pharmacies. L'Éducation nationale a distribué 6 millions d'autotests aux enfants en classe de 6e avant qu'ils partent en vacances de Noël. Ils avaient encore, aux dernières nouvelles, 5 à 6 millions d'autotests en stock. Vous voyez qu'on a quand même un nombre de tests qui est important. L'année dernière, vous m'aviez posé la question, j'étais chez vous. Est-ce que les Français pourront se faire tester pour Noël ? Vous avez dit, on va tout faire pour. On a fait plus d'1 million de tests par jour les jours d'avant Noël et personne n'en a parlé. Pourquoi ? Parce que le système n'a pas craché. On ne parle plus aujourd'hui du système de test dans notre pays parce que derrière le mot test, ce sont les dizaines de milliers de personnes qui jour et nuit bossent et qui font en sorte que vous avez votre résultat en temps et en heure, de qualité et sans payer. Donc quand ça marche pas, on n'en parle pas. Donc vous voyez, pour l'instant, on ne parle pas de cela parce que ça fonctionne. Bien, Olivier Véran, il nous reste 1 minute 30. Les traitements. On a beaucoup parlé de traitement contre cette maladie, contre cette épidémie. Où en est-on ? Le point. Il y a un traitement qui est sur le point d'être approuvé au cours du mois de janvier, qui s'appelle le Paxlovid, qui est commercialisé par le laboratoire Pfizer, parce qu'ils font d'autres recherches que du vaccin, qui est un traitement qui est extrêmement prometteur pour réduire les risques de formes graves. Il est prometteur chez les ou il est efficace ? Il est prometteur, dans les études, il est efficace, et cette fois-ci, les études pleines et entières. Bon. Il est efficace, donc on en a acheté, la France est évidemment positionnée, pour qu'on puisse en avoir à compter de la fin du mois de janvier. Et en pharmacie ? Il sera disponible avec des circuits de distribution qui vont être déterminés au cours du mois de janvier. Dans les pharmacies ? Achetable. Moi, j'avais prévu que nous fassions cela pour le molnupiravir. On a dû annuler puisque les derniers résultats des études n'étaient pas bons. Donc, on a annulé la commande. Ça ne nous a rien coûté. Et donc, on va regarder avec les dernières données du Paxlovid. Mais j'attends évidemment beaucoup de ce médicament. 30 secondes. Et Novavax ?
Novavax. Est-ce qu'en France, on sera vacciné avec Novavax? On vaccine en ARN messager. C'est honnêtement le plus efficace à date dont on dit. Vous ne croyez pas à Novavax? Je voudrais faire juste deux petites précisions supplémentaires avant de vous quitter, parce que deux questions que vous m'avez pas posées. Vous voyez, ça arrive. Ça arrive. La première, je précise que la loi ne prévoira pas le pass vaccinal pour entrer dans un établissement de santé ou médico-social. Si vous accompagnez une personne malade, vous aurez toujours la dérogation du test. Et la deuxième chose, c'est que, on va regarder là dans les heures qui viennent, mais il n'est pas impossible que j'accélère l'ouverture de la vaccination des 4 mois de rappel en population générale dès la semaine prochaine, sans attendre janvier. Dès la semaine prochaine. Je suis en train de regarder avec mes équipes. Là, on a bossé ce matin, ils ont bossé cette nuit. Donc je ferai les annonces, je confirmerai cela, mais il n'est pas improbable que d'ici la semaine prochaine, on dise à ceux qui trouvent un créneau disponible, allez-y. Si un créneau est dispo, allez-y. Parce que, Jean-Marc Bourdin, loin d'échouer à assurer la vaccination de rappel à tous les Français qui en avaient besoin dans les délais, nous sommes en avance, mais je veux encore aller plus vite. Merci Olivier Véran d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV, il est 9h.